Allez, un nouvel épisode de l'ampli à Nico. La mécanique. Je n'ai fait que de la mécanique. J'ai refait les flancs en inox, j'ai tout ressoudé. Je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. J'ai tout ressoudé, j'ai ressoudé aussi l'alimentation. J'ai mis 2 flasques de chaque côté, comme ça. Voilà. En laiton de 2 mm. Comme ça, on a un support pour l'alimentation qui est super costaud. J'ai bouché le trou ici. Alors pourquoi j'ai bouché le trou ici? Parce que de l'autre côté, j'ai de l'électronique où il va y avoir des tensions assez fortes, il va y avoir des diodes. On va après refaire sortir un câble pour aller sur les prises qui sont ici, mais ici on aura l'électronique. Je ne veux pas, quand quelqu'un mettra sa main dans la partie accessible de l'ampli, je ne veux pas qu'il y ait de tension létale. Par exemple pour changer une lampe. On ne va pas démonter tout l'ampli pour changer une lampe, donc on va passer sa main, et là on risque de toucher quelque chose à 400 et quelques volts, 410 volts. Pas sympa. À l'arrière, j'ai mis une prise IEC et un fusible. Donc on est aux normes. Avec le câblage, le châssis à la terre. Il y aura une connexion aussi entre les deux châssis pour la terre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là-dessus, j'ai enlevé le condensateur qui était là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit ici avec un fil qui va chercher la tension qu'il est censé filtrer de l'autre côté. Et comme j'ai de la place de ce côté-là, je vais le mettre ici. Je vais vous montrer ça après. Sur cette partie-là, j'ai mis un flanc aussi en inox, en laiton 2 mm. Soudé, pareil. Donc le châssis est bien rigide. Comme le châssis est bien rigide, j'ai enlevé les braquettes en anglais, les espèces de supports qu'il y avait, parce qu'elle est vissée dans l'ampli en haut. Ils n'étaient pas vissés d'ailleurs, je le comprends, parce que c'est carrément, il faut faire une gymnastique pas possible pour aller les visser. Donc j'enlève ça. Comme il y a encore un petit creux au milieu, je mettrai une entretoise ici qui maintiendra le léger ballon qu'il y a sur le milieu, parce que ça a été fait en laiton de 1 mm, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il fallait quand même plier, hein, et du 2 mm ici on ne plie pas, hein. Ou alors il faut faire une encoche pour le plier après. Donc c'est normal, mais du coup, comme le transfo est lourd, ça a tendance, et puis il y a une grande largeur, ça a tendance à fléchir un petit peu. Un petit mot sur la mécanique en électronique. Aussi bien d'ailleurs numérique qu'analogique. On a besoin de boîtiers, on a besoin de faire des trous. Et tous les électroniciens, vous regarderez par exemple Philippe de Merliac sur sa chaîne, tous les électroniciens ont besoin d'avoir quelques compétences en fait en mécanique. Mais quand je parle en mécanique, c'est en mécanique construction de châssis, de boîtiers, perçage de trous, etc. Et rigolez pas, c'est pas si simple que ça. Pour qui a essayé, faire un trou parfait dans de la tôle, c'est pas si facile que ça. Là, il faut faire des gros trous pour les condensateurs. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai changé les condensateurs, ceux-là là, qu'il y avait ici, là, et j'ai mis des FET à la place. Donc, j'ai été obligé de repercer parce que ceux-là font 35 mm et vous voyez que les autres sont beaucoup plus fins. Donc, j'ai été obligé de refaire de gros trous. J'ai acheté des supports qui vont avec parce que les supports ne sont pas vendus avec les condensateurs. Et devinez quoi? Alors je trouve ça d'une mesquinerie. Ça m'agace prodigieusement. On vous vend les supports comme ça, vous voyez?
Vous les vendez à 50, 1,50 €. On ne vous vend pas la vis qui va avec. C'est petit. C'est petit. Alors, vous êtes obligé de chercher une vis dans votre tiroir à vis parce que bon, on ne vous vend pas la vis qui va avec. Dans le temps, c'est quand c'était mieux avant, on vous vendait toujours la vis qu'elle est avec. Toujours. Le truc, il n'était pas vendu sans la vis pour le fixer. Je veux dire, ça sert à rien si on n'a pas de vis. Hein. On est bien d'accord. C'est petit. Bon, bref. Donc voilà. Donc j'ai changé les condensateurs. J'ai encore ça ici, là, qui est bourré de tension létale. Je vais faire une petite boîte autour, vous savez, comme la doghouse des amplis Fender. Je vais faire une petite boîte pour isoler ça, parce que je veux, comme je vous ai dit tout à l'heure, que quand quelqu'un met sa main dedans, il n'y ait plus de tension létale qui ne puisse pas s'électrocuter. Pour aller changer, par exemple, une lampe. Hein. Parce que quand on va changer une lampe, là, on a la face avant, on va aller par derrière. Et vous voyez, par derrière, on va aller changer cette lampe-là, et on va poser sa main là-dessus. Et là-dessus, il y a du jus. Ici, il y a du jus. Ici, il y a du jus. Il y a du jus partout. D'accord ? Donc, on va s'électrocuter. Donc, je vais refaire ça. Je ne vais pas avoir beaucoup de place pour faire... Je vais faire une petite boîte en laiton, hein, qui ne va pas être facile à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais de toute façon, je ne laisserai pas ça à l'air libre comme ça. Autre chose, alors je voulais vous parler de la mécanique en électronique. Je suis parti là-dessus, puis je digresse tout le temps. Quand j'étais ado, mon père était responsable de la maintenance des studios Pathé Marconi et Mi à Boulogne. Et ils étaient 5 personnes à la maintenance, pour 4 studios. 4 grands studios, hein. C'était les plus grands studios d'Europe, on disait à l'époque. Mais ils étaient 5 personnes. Et dans ces 5 personnes, il y avait un mécanicien. Alors moi, quand j'étais adolescent, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un mécanicien. C'est de l'électronique, c'est du studio, c'est des consoles, les NIV, hein, il y avait des NIV dans tous les studios. Moi, je ne comprenais pas. Puis j'ai compris plus tard. En fait, quand on fait de l'électronique, que ce soit analogique ou numérique, on a énormément besoin au moins d'une perceuse à colonne. Un tour, c'est pas du luxe. Et une fraiseuse, c'est vraiment l'idéal. Ça remplace la perceuse à colonne. Moi, je me suis acheté une petite fraiseuse, que je vous montre là, et un petit tour, qui sont quand même... c'est un investissement, hein, un tour. Le tour, il coûte 2500 €, je ne sais plus combien je l'avais payé. Et vous rajoutez à ça la moitié du prix de la machine en fraises, etc., en outillage, en outils de coupe et tout. Donc c'est pas un petit investissement. Mais ça fait une dizaine d'années que j'ai acheté ça. J'hésitais parce que c'est vrai que bon, ça fait une somme. Hein, la fraiseuse, elle coûte pareil, elle coûte 2500 balles. On se dit, ouais, bon, c'est un gros investissement, est-ce que je vais vraiment le rentabiliser quelque part? Même si le but, c'est pas de rentabiliser, parce que c'est mon atelier perso, mais est-ce que ça va m'être vraiment utile pour valoir cet investissement? Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Tout le temps de petits trucs à faire, une pièce qui casse, un truc comme ça. J'ai réparé, avec mon tour, j'ai réparé les F500 Schlumberger qui étaient vendus dans la vente aux enchères Radio France. Ils vendaient leur magnéto, leur F500 Schlumberger. Les galets presseurs étaient morts. J'en avais pas. On les trouve plus, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des caoutchoucs. Et j'ai refait des axes en laiton, et même en bronze, j'ai fait ça en bronze, pour coller les caoutchoucs dessus, et j'ai refait des galets presseurs de Cabestan de A à Z. C'est quand même vachement bien, vachement pratique, et j'utilise tout le temps même une pièce de l'aspirateur qui pète, j'ai un tour, j'ai une fraiseuse, je refais la pièce. Je jette pas l'aspirateur. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Hein. C'est très utile. Bon, faut quand même bricoler pas mal hein, pour en avoir l'utilité. Mais déjà, une perceuse à colonne, pour moi, c'est indispensable.
si on fait de l'électronique. Quand on voit par exemple, je sais pas, Thierry Labrousse de Kelt, bah, il a une perceuse à colonne, il perce ses faces avant d'ampli, etc. Je veux dire, et donc, avoir un mécanicien dans une structure professionnelle, hein, comme un studio, comme un grand studio, maintenant ça n'existe plus, mais c'est quand même vachement important. Il y a toujours quelque chose de mécanique, de la tôlerie, n'importe quoi à faire. Même dépanner, réparer des potentiomètres, des trucs, c'est toujours utile. Toujours utile. Donc voilà, donc j'ai repercé ces deux condensateurs. Alors ces deux condensateurs, si on regarde le schéma, je vais vous mettre le schéma, attendez, je remets ça debout. Si on regarde le schéma, voilà, alors ces deux condensateurs, ils sont là, donc j'ai changé les résistances parce que les pattes étaient trop courtes, hein, ça changeait tout. Alors là, c'est pas très bien centré, j'ai pas pu malheureusement centrer parce que j'étais embêté par cette plaque rapportée ici, j'étais obligé de décentrer un petit peu par rapport au trou d'origine. Bon, j'ai ragrandi le trou, mais je me suis basé sur le trou d'origine, et j'aurais dû les décaler un petit peu, mais je ne m'étais pas rendu compte que ça allait toucher le petit rebord ici. Bon, c'est pas grave, hein, ça ne se voit pas de toute façon de l'extérieur, c'est juste cosmétique. Donc j'ai changé ça. Alors ces condensateurs là, ce sont les condensateurs qui sont ici. Je vais vous montrer sur le schéma. J'ai le fameux condensateur de 50 microfarad ici. Là, qui était de l'autre côté, que je vais rapatrier ici, dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est idiot de tirer un fil pour aller de l'autre côté, alors qu'on peut très bien percer ici. Donc je vais percer ici, et là j'ai deux condensateurs de 50 microfarad que je vais remplacer par un 50 microfarad double. Donc j'aurai de l'autre côté un condensateur qui va remplacer ces deux-là, et un autre condensateur de 50 microfarad que j'ai ici. Alors c'est des condensateurs tube conducteur. Ils sont très bons, en mesure ils sont parfaits. Et j'aurai ces deux condensateurs là, ici de chaque côté, qui vont remplacer ça et qui vont remplacer l'autre qui était du côté de l'alimentation. Voilà. Donc j'ai encore ça à percer ici et ici. Et ça me fera... donc là on en a fini avec ça. Après je changerai aussi ces deux-là. Hein. Et ça me fera donc deux condensateurs qui seront ici et ici. Comme ça. Là. L'un à côté de l'autre. Voilà. Donc il me reste, au niveau mécanique, il me reste la petite doghouse à faire ici. Percer les trous ici pour les deux condensateurs. Mettre une petite colonne au milieu pour que le léger creux, pour rattraper le léger creux et que ça remonte l'ensemble. Ici j'isolerai aussi, parce que je ne veux pas... là aussi il y a de la tension, il y a des tensions assez létales. Ici j'isolerai ici, et comme ça on sera tranquille. Après au niveau de la mécanique, on n'en parlera plus. C'est pas que j'aime pas faire de la mécanique. C'est pas désagréable, mais disons que je suis content quand c'est terminé, quoi. Voilà. C'est pas désagréable hein, de faire de la mécanique, mais bon, c'est bien quand ça se termine. Alors vous voyez là, les supports là, il n'y a pas de vis. Ils vont sans vis. Ils gagnent quoi, ils gagnent 10 centimes. Ils sont qu'à la facturer, il est à 1,50 €, bah, ils me le mettent à 1,60 € et puis c'est tout, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon bah après je ferai la petite électronique, c'est-à-dire les petits condensateurs, les petites choses. Pour l'instant, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je vous le redis là, on fait d'abord la mécanique, on fait tout ce qui est sale, tout ce qui va faire du copeau métallique, etc. Parce qu'après il faut tout nettoyer et vérifier, et quand on vérifie l'électronique, il ne faut pas refaire du copeau après, parce que sinon c'est débile. C'est débile. Voilà.
Bon, bah écoutez, ça avance bien. Là c'était une grosse partie à faire. C'était refaire des flancs corrects. Donc j'ai tout ressoudé là, tout autour, avec un gros fer. Je vous mets les images. Et puis voilà, donc le truc là maintenant il est bien stable, hein, il est costaud. Il y a juste ce petit flambage là au milieu que je vais redresser un petit peu comme ça avec une colonne au milieu. Puis voilà, ce sera fini. Et les 2 trous là à faire. Bon, on s'y colle, hein. Pas le tout. On est quelques jours après. Je vous reprends parce que, bon, je vous mettrai les épisodes de mécanique à la fin pour ceux qui veulent regarder. Ça n'a pas un énorme intérêt. Par contre, je vous montre l'avancée des travaux sur l'électronique et j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors, ici, là et là, j'ai fait les trous et j'ai mis les condensateurs. Vous savez, les condensateurs que je viens de vous montrer, là, qui étaient tout pourris. Donc il y en avait 2 de 50 microfarad, donc 2 de 50 microfarad, je les ai changés, c'est celui-là, c'est un double 50 microfarad, donc voilà. Il est relié à la masse, ils sont reliés à la masse entre eux, reliés à la masse, et un petit bout de soudure qui traîne, ici, là. L'autre condensateur, c'était celui qui était de ce côté-là. Je ne voyais pas l'intérêt de tirer un fil alors qu'il est branché, il est branché ici, là. Je ne voyais pas l'intérêt de tirer un fil pour aller de l'autre côté. Donc je l'ai mis de ce côté-là. Donc tout est rapatrié ici. Ça, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Là, j'ai remis donc les condensateurs de filtrage. Donc en fait, si je vous montre le schéma, là, il y a les 2 condensateurs que je vous ai montrés à gauche. Ensuite, il y avait ce fameux condensateur qui était tout seul de l'autre côté, qui est un, je me rappelle plus, je crois que c'est un 2 fois 50 microfarad. Et ici, il y avait les 4 32 microfarad que j'ai changés, qui sont ici, hein, que je vous ai déjà montré. Mais je vais revenir là, à ces 2-là. Alors vous voyez, je vais vous refaire un dessin pour vous montrer un peu ce que j'ai fait et pourquoi on a cette cellule de filtrage qui est assez bizarre. On a 2 condensateurs en série, celui-là et celui-là. 2 condensateurs en série de 50 microfarad, ça fait 25 microfarad. D'accord ? Ici, on a la haute tension qui arrive. On va dire 410 volts. On a à la base, sur le schéma de base, une GZ34. La GZ34 ne supporte comme charge capacitive que 60 microfarad maximum. On charge ici, alors pourquoi charger déjà avec 25 microfarad? Parce que derrière, là ici, on a d'autres condensateurs. Hein. Donc on ne peut pas tenir compte que de cellules de filtrage, même si la self abaisse le courant, puisque c'est une résistance, hein, une self. On ne peut pas dire que ceux-là sont négligeables. Donc on a 25 microfarad. Pourquoi 2 en série? Alors déjà, il y a un intérêt premier, c'est qu'on divise la tension de 410 volts par 2. Ça fait 205 volts par condensateur. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Plus les condensateurs ont une capacité élevée et une tension de service élevée, plus ils coûtent cher et plus ils sont gros. Donc déjà, on a un avantage, c'est qu'on peut utiliser des condensateurs moins chers. Les 2 condensateurs supportant les 205 volts seront moins chers qu'un gros qui supporterait les 410 volts plus la marge de 25%, etc. Donc c'est le contexte de l'époque. Hein. Ensuite, cette cellule de filtrage, c'est la réserve d'énergie de l'amplificateur. Plus cette réserve est importante, et plus on aura des basses tendues. Les appels de courant sur une alimentation d'amplificateur sont principalement provoqués par les basses. Les basses sont extrêmement énergivores. Les aigus, on s'en fout.
Pour avoir des basses qui ne s'écroulent pas complètement, qui ne distorsionnent pas immédiatement, il faut une réserve d'énergie. C'est à ça que servent, entre autres, les condensateurs. On va avoir des basses tendues. On n'est pas trop fort non plus en réserve d'énergie, ce qui fait qu'on va quand même avoir un phénomène de compression parce que, par exemple, sur les amplis à transistors qui supportent des valeurs de condensateurs énormes, on peut mettre 10 000 microfarads. On va avoir une belle réserve d'énergie. On va avoir des basses parfaites. Là, on n'est pas en hi-fi. En plus, on est dans un contexte des années 60. Les composants les gros condensateurs sont extrêmement chers et assez peu répandus. Les 10 000 microfarads, moi, dans les années 60, j'en connais pas. J'en connais pas, c'est arrivé après. De toute façon, ça ne servait à rien, 10 000 microfarads, la GZ, elle rendait l'âme bien avant. Donc voilà, on a cette réserve d'énergie, on maintient une capacité assez faible, mais on bénéficie d'une réserve d'énergie de 100 microfarads. 2 condensateurs en série. Pourquoi les résistances 470K ? Ce sont des résistances d'équilibrage. Vous voyez bien que là, on a un pont diviseur parfaitement équilibré. Et c'est pour qu'il n'y ait pas un des condensateurs les plus faibles qui prennent plus de courant que les autres, qui souffrent plus que l'autre, pas les autres, l'autre. Donc ces 2 résistances-là équilibrent les tensions aux bornes des condensateurs et ils vont se charger exactement de la même manière. Alors dans le schéma, dans l'ampli là, qui nous importe, on a 2 diodes. On a 2 diodes et on a 7 cellules de filtrage, donc avec les 2 condensateurs en série. Avec 2 diodes, à la limite, on pourrait se passer de les mettre en série, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, et les mettre en parallèle. Les diodes supporteront largement le courant de rush, parce que le courant d'appel des condensateurs... Parce que c'est le courant d'appel, après, une GZ34, par exemple, elle pourrait supporter bien plus, mais c'est le courant de rush qui, à l'allumage, pose problème. Il faut savoir qu'il faut se rappeler qu'un condensateur à l'allumage, quand il se charge, c'est un court-circuit. Une GZ34 supporterait pas ce court-circuit derrière, elle cramerait. Les diodes, elles s'en foutent, elles sont capables de supporter le courant d'inrush de 2 condensateurs en parallèle. J'imagine sur cet ampli que le schéma était déjà fait de cette manière, donc ça n'a pas été modifié. Je pense qu'il n'y a jamais eu de GZ34 d'ailleurs sur cet ampli, parce que je ne vois pas d'emplacement de support de lampe. Donc on a été direct au diode et puis on a laissé cette cellule telle qu'elle était sur le schéma. On a juste remplacé la GZ34 en fait. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant, un schéma de twin. Alors un schéma de twin, j'en ai par exemple un ici. Voilà un schéma de twin. Alors vous voyez quelques petites choses intéressantes. On retrouve cette cellule avec les condensateurs en série, sauf que là on est à 70 microfarads, donc on va avoir une capacité résultante de 35 microfarads. On est toujours dans les clous. On a toujours ces 2 résistances d'équilibrage. Et là, une chose intéressante, on n'a plus de GZ34, on a 3 diodes en série par 2, et 6 diodes. Alors pourquoi avoir mis des diodes en série? Parce qu'à l'époque, les diodes étaient au germanium et elles supportaient des tensions difficilement des tensions assez fortes. Par exemple, là, on voit qu'on a 340 volts. Une diode n'aurait pas supporté. Ce qui fait qu'ils en mettaient 3 et on divisait par 3 la tension pour chaque diode. Donc là, on a typiquement pour les twins, toujours cette réserve d'énergie. Énergie, ici. Et après, on a le filtrage et le découplage des étages d'alimentation, le découplage des alimentations pour chaque étage, après la self ici. On peut regarder un autre schéma. Par exemple, le schéma
d'un Deluxe. Deluxe Reverb de 66, c'est le schéma 100, je sais plus combien, je sais plus quel schéma c'est, bref, peu importe. Là, on a bien une GZ34, et ici, on a une cellule de condensateur, et là, ils sont en parallèle, parce qu'on a 32 microfarads. On va avoir une réserve d'énergie qui sera plus faible. Peut-être un phénomène de compression plus important. On est à 330 volts AC. Donc là, on a mis des condensateurs de 450 microfarads. Comme ils ne font que 16 microfarads, ils ne seront pas trop gros, pas trop chers. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des choix qui vont agir plus ou moins sur la sonorité de l'ampli. Sur la compression, hein, parce que la sonorité, en fait, la couleur, elle ne changera pas. Ça se passe ailleurs. Mais là, on va surtout agir en choisissant le mode d'alimentation, soit à lampe, soit à diode, avec une cellule de filtrage, là, une réserve d'énergie importante ou moins importante pour favoriser le phénomène de compression. On va pouvoir caractériser un peu un ampli. Donc nous, sur notre schéma, on a quelque chose d'un peu bâtard en fait. Parce qu'on a mis des diodes avant, on a gardé la cellule de filtrage pour une GZ34, très conservateur, 25 microfarads. On a fait quelque chose d'hybride. Alors moi, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé tout bêtement, puisque j'ai mis des diodes, alors j'ai mis 2 diodes costauds, elles supportent, je crois, 600 volts de mémoire, 3 ampères. Et j'ai tout bêtement mis 2 condensateurs en parallèle, puisque mes condensateurs Cannes, en fait, ils sont déjà en parallèle, puisqu'ils ont les condensateurs Cannes, il y a un plot comme ça, un plot comme ça. Il y a un plot commun. Si vous voulez, là, on a un condensateur et là on a un autre condensateur. C'était pour moi plus pratique. On peut revenir ici. Donc j'ai mes condensateurs ici, j'ai mes condensateurs ici. J'ai changé les 50 microfarads qui étaient aussi ici, qui sont les condensateurs sur la cathode des EL34. J'ai changé le potentiomètre, je vous avais montré, je crois, le potentiomètre d'équilibrage du point milieu virtuel des filaments qui a fondu ici. C'est un bobinet qui a fondu. Donc j'ai changé le potentiomètre. Ici, là, j'ai refait tout le circuit. Ici, maintenant, c'est propre. J'utilise la plaque qu'il y avait avant, mais qui volait, qui était vol au vent. Je l'ai fixée. Il y a les diodes dessus et je l'utilise comme plaque de liaison avec les câbles et les 2 câbles qui vont à l'arrière se fixer sur les 2 prises qui sont ici. J'ai aussi fait une modification sur la terre, c'est-à-dire qu'avant il y avait un fil spécial pour la terre qu'il fallait venir connecter ici. À tous les coups, les gens vont pas le faire. Ouais, on démonte, on se dit ah ouais, il y a le câble de terre, ouais, il est chiant à remonter. Je vais le faire après, puis on le fait jamais. C'est pas safe. Donc là, j'ai mis le fil de terre avec la haute tension. Voilà, je l'ai mis avec la haute tension. Il est raccordé au châssis ici. Donc on est obligé d'avoir la terre elle est ici, hein. On est obligé d'avoir la terre, sinon l'ampli ne fonctionne pas et il n'y a pas de haute tension. Ça veut dire, si on n'a pas la terre, ça veut dire qu'on n'a pas branché la prise de haute tension. On n'a plus que du 6,3 volts, autrement dit, on ne peut pas s'électrocuter. D'accord ? C'est quelque chose de safe. J'étais en train de regarder, non, j'avais peur qu'il y ait une soudure sèche ici, mais non. Alors voilà, c'est pareil. J'ai fait le tour partout. Là, j'ai remis une vis ici, et puis j'ai nettoyé la soudure qui était cassée. J'ai refait plein de trucs, hein. J'ai refait des soudures qui étaient mauvaises. J'ai changé le fil ici parce qu'il était louche. Tout ce qui était louche, je l'ai refait. Alors quand je dis tout, pas tout.
Il y a quelques petites choses sur les supports de lampe que je n'ai pas fait parce que je ne sais pas si les supports de lampe sont bons. Je ne vais pas m'exciter dessus. S'ils sont mauvais, il faut que je les change parce que là, je vais m'amuser. Et donc, plutôt que de perdre du temps à remettre tout ça un peu d'équerre, je remettrai d'équerre si les supports de lampe sont bons. S'ils ne sont pas bons, si j'ai à les changer, bah à ce moment-là, j'aurais pas travaillé pour rien, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, bah après, il y a encore des petites choses à nettoyer. J'ai refait un peu, là, ce fil-là, je l'ai changé parce qu'il était très louche. Donc c'est un fil blindé hein, que j'ai changé. J'ai changé quelques bouts de fil à droite, à gauche, qui me paraissaient moches. J'ai testé, sans mettre de jus évidemment, j'ai aucun court-circuit, rien du tout, tout est bien. Alors là, il y a une petite bizarrerie. Hein. Ce switch-là coupe, alors attendez, il coupe le filament de l'EF86. Alors pourquoi mystère et boule de gomme? Je ne sais pas. Aucune idée. Pourquoi couper le filament uniquement de l'EF86? Et moi, je pensais que c'était un stand-by, c'est pas un stand-by. C'est-à-dire que ça coupe pas la haute tension. Hein. La haute tension, elle va direct, le bel plus, il va direct ici. Hein. What the fuck, comme disait ma grand-mère. Pourquoi couper le filament de l'EF86 uniquement? Bah, évidemment, pour la mettre hors circuit. Hein. Peut-être parce que si on l'utilisait que pour la voix ou avec l'entrée pick-up, peut-être qu'à ce moment-là, on se disait c'est pas la peine de faire tourner le F86 et on la coupait, on coupait son filament. Peut-être, c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Là, ça reste un mystère. J'ai vu une vidéo de Nico Shona, la vidéo où il explique pourquoi il ne joue pas sur Stratocaster. Et dans cette vidéo, il explique que son père jouait de l'orgamon. Donc il ne jouait pas que de la guitare. Et peut-être qu'il branchait l'orgamon sur une des entrées de cet ampli-là, et qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin de le F86, parce que l'orgamon, il devait sortir à un niveau assez élevé. Et n'ayant pas besoin de le F86, peut-être qu'ils avaient décidé de mettre un switch pour couper le F86, pour utiliser les autres entrées, puis la lampe, pendant ce temps-là, elle ne tournait pas, elle ne chauffait pas. Allez savoir. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je ne vais pas y toucher pour l'instant. Hein. Je vais laisser ça comme ça, je vais le laisser on. On verra bien. Puis j'en discuterai avec Nico, voir ce qu'il en pense. Moi, je mettrais bien un stand-by tout court. Hein. Surtout qu'on est avec un redressement à diode. Le stand-by, ce serait pas mal. Je sais qu'il y a de grosses polémiques là-dessus. Je ne rentrerai pas dedans, YouTube. Je ne rentrerai pas là-dedans. D'ailleurs, j'ai une bonne vidéo à faire sur cette utilisation du stand-by et quelques conneries qu'on entend actuellement sur le net à rectifier avec des arguments valables, parce que j'ai un bouquin qui est génial où il y a un ingénieur américain qui analyse tous les pour et les contre du stand-by. C'est vachement intéressant. Il faut que je vous fasse un résumé de ça. Et ça confirme un peu, moi, ce que je m'étais dit intuitivement. Lui, le détail, vraiment, c'est quasiment exhaustif, sa manière de détailler le truc. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, moi, ma religion, c'est que quand on est avec un redressement à lampe, le stand-by, c'est pas d'une grande utilité. Par contre, quand on est avec un redressement silicium, comme on a ici, la haute tension arrivant instantanément sur les lampes, il vaut mieux être en stand-by quand on allume l'ampli et allumer la haute tension après. Quoi qu'en disent certains, qui ont fait d'ailleurs des soi-disant tests scientifiques sur YouTube, on voit que c'est n'importe quoi. Mais enfin bref, passons. C'est pas le sujet du jour. Voilà, donc vous savez que là,
techniquement, tout est branché, tout est vérifié, et je peux mettre le jus dedans. D'ailleurs, je vais vous le dire, je l'ai déjà fait. Mais ça, vous verrez ça dans le prochain épisode, parce que là, déjà, celui-là, il est vachement trop long. Puis en plus, je vais vous mettre derrière toutes les séquences de mécanique. Donc, faudra attendre un peu. Hein. Allez, à plus. Voilà, ça va pas être mal. Là. Puis ça va bien tenir l'ensemble. Il faut que je soude tout ça. Bon, on va bien s'amuser. Vous avez vu YouTube? Même Zeus, on n'a pas un aussi gros. Vous savez, celui qui habite 57 rue de l'Olympe. Ça, c'est du fer à souder, ça. Ça va nous servir. On va ressouder tout ce qui est dessoudé et qui fait que le truc, il tient mal. Vous voyez, une panne, ça doit être propre. Et les pannes en cuivre comme ça, les grosses pannes en cuivre comme ça, hop, je mets juste derrière un coup de décapant. Il faut que ce soit propre. La panne, il faut qu'elle soit propre. Là, de ce côté-là, il est pas mal. Et j'étame tout de suite, je mets tout de suite du... Et là, il y a un endroit où ça prend pas, là, ici. Voilà. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Ensuite, je passe du décapant. Je vais vous montrer. Pour être sûr que la soudure prenne bien. Ensuite, j'aimerais bien mettre un petit peu... Je vais mettre la plaque déjà. Voilà, dans ce sens-là. Voilà, et je voudrais essayer de mettre un petit peu de soudure liquide pour aider à démarrer. C'est de la soudure liquide comme ça. Et dès qu'on chauffe, ça se transforme en soudure. Alors, normalement, ça se passe au chalumeau. J'espère que ça marche aussi au fer à souder. Ça, j'utilise ça pour faire la plomberie de la maison. On va bien voir.
Ah, c'est pas mal ça. J'ai trouvé la technique. J'ai trouvé la technique. Vous voyez quand ça a été bien décapé comme ça, avec un bon après. Ben, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Bien se faire. Ah ah, c'est l'arme ultime ça. Flux off. Bon, c'est pas parfait, hein. Je vais poncer un petit peu pour que ce soit un peu plus propre. Alors pour l'alimentation, c'est une autre limonade parce que là c'est complètement tordu. Il faut remettre tout ça d'équerre. Donc je vais m'occuper de remettre tout ça droit. Et après je vais découper 2 flancs dans du laiton, pareil que pour l'autre, avec la plaque de laiton que j'ai là. On va remettre tout ça bien droit. Parce que vous voyez, à 2 transfos, ça pouvait pas tenir, hein. Et je vais souder 2 flancs, comme ça on sera tranquille. Voilà, donc le bridage, c'est très important. Par contre, là, je vais être gêné. Ça va me gêner, donc je vais dévisser ça, je vais le passer là. Voilà. Alors, vous savez que le bridage, c'est-à-dire c'est l'art de bloquer une pièce avant d'usiner. Il y a des cours, hein. Les mécaniciens, ils prennent des cours pour apprendre le bridage. Ça se fait pas. Voilà. Donc là, le châssis, il tient bien. Il bouge un petit peu là. Il bouge un petit peu là, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il tienne, qu'il se balade pas sur la table. Voilà, donc je fais un premier, je me fais un centrage. Est-ce que j'ai pas bougé? Ouais, je suis bien centré. Bon, on y va. Voilà. Très facile. Très facile, et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montrerai après, mais le trou est parfait.
Très beau. Très beau trou. Et voilà. C'est bien, vous voyez, avoir une fraiseuse, c'est quand même vachement bien. Petite, hein, pas besoin d'un monstre. Hein. Voilà, un petit coup d'aspirateur, et puis